Le méta-univers, que l'on appelle plus communément le métaverse, est-il en train d'échouer? Bonjour Jean-Marc Vittori. Bonjour David, bonjour tout le monde. Éditorialiste aux Échos. C'est vrai que ça ne se bouscule pas au portillon virtuel, j'ai envie de dire, de Facebook. Est-ce que ce monde numérique où l'on peut vivre, c'est ça qui est assez dingue, je ne l'ai pas testé, mais on peut se propulser à l'autre bout du monde, on peut voler, on peut tout imaginer, on peut réaliser nos rêves les plus fous, c'est déjà mort-né? En tout cas, c'est mal barré, c'est mal parti. C'est mal parti parce que, comme vous le disiez, les gens n'ont pas très envie d'y passer des heures et des heures. Pour qu'un méta-univers fonctionne, il ne suffit pas d'y aller une fois de temps en temps, il faut que les gens y passent beaucoup de temps et mènent en parallèle de vie, une vraie vie physique et puis une vraie vie aussi, mais qui est virtuelle et où on passe beaucoup de temps pour faire des activités très différentes. Or ça, clairement, aujourd'hui, ça ne marche pas. D'ailleurs, Facebook a même demandé à ses salariés d'y aller en disant il faut vraiment que vous y alliez pour montrer qu'il y a du monde. Et les salariés de Facebook eux-mêmes ont du mal. Il faut reconnaître qu'il faut mettre un masque de réalité virtuelle. Si vous voulez l'acheter, il vous coûte 400 ou 500 euros. Il est très lourd. Alors il y a un nouveau modèle qui vient de sortir, et qui est beaucoup plus léger, mais il vaut tout de même 1800 euros. Donc ça coûte très très cher. Si vous n'y passez pas très longtemps, vous avez du mal à amortir ça. Ensuite, c'est un univers nouveau. Et un univers nouveau, c'est très difficile de trouver ses repères. En plus, comme il est nouveau, il bug. Donc parfois, on se retrouve dans des images un peu bizarres. Il bug donc les gens ont vraiment du mal à s'y intéresser. Même si sur le papier, ça reste un projet quand même hallucinant, grandiose. Enfin, c'est. Bien sûr, on peut a priori tout faire dessus. Vous l'évoquiez, on peut avoir des visages différents, on peut changer instantanément d'apparence, on peut se promener, on peut apprendre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses passionnantes à faire en matière d'enseignement dans le métaverse. On peut aussi acheter, on peut vendre, on peut acheter des objets numériques avec quelque chose en plus qui certifie maintenant la propriété qui n'existait pas auparavant, qui est la blockchain. Et donc les possibilités sont immenses, sont infinies. Mais pour l'instant, ça ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas, notamment auprès du grand public. Parce que si on résume, l'expérience virtuelle est un peu décevante, parce qu'il y a ce prix du casque, parce que il n'y a pas encore l'effet waouh, comme on dit maintenant. Exactement. Pas assez bluffant. Ça n'est pas très abouti. Moi, je pense qu'il manque au métaverse Steve Jobs, vous savez. Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a fait quand il a inventé l'iPhone, quand il a inventé l'iPad? Il a assemblé des technologies très, très disparates pour en faire un objet qui est beau et un objet qui est extraordinairement simple d'usage. D'ailleurs, il a fait suer ses ingénieurs à n'en plus finir, qui lui disaient « une seconde d'attente, c'est pas grave ». Et Steve Jobs a dit « mais c'est pas possible une seconde d'attente, il faut que ça soit un dixième de seconde, sinon les gens vont passer à autre chose ». Et donc, il a fait quelque chose qui est extraordinairement accessible, des produits. Là, le métavers, c'est pas un produit, c'est un service. Et il faudra qu'il y ait un Steve Jobs qui parvienne à ce niveau de simplicité, de facilité d'accès extraordinaire, qui fasse qu'on puisse sur la simple base intuitive, se repérer et s'épanouir dans cet univers. Donc c'est pas seulement une question d'argent, puisque des dizaines, centaines, je ne sais pas, des milliards ont été déversés par Facebook. Ce qui manque, c'est une vision et une vraie expérience. Pour l'instant, oui. Mais ça ne veut pas dire que ça ne... Et donc c'est pour ça que je pense que le projet de Facebook risque de disparaître. Qui lui coûte cher, par contre. Parce que, qui lui coûte cher. Je ne sais pas quel est le lien, puisqu'effectivement, la capitalisation a fondu de plus de moitié en un an. Elle a fondu des trois quarts. Quand vous regardez les géants du numérique, c'est Facebook qui a le Meta, dont la valeur a le plus diminué. Et en grande partie, pas uniquement, il y a des raisons aussi liées à la publicité, mais en grande partie parce que ce projet-là ne prend pas et que les investisseurs n'y croient plus. Bon, sachant que si on revient un petit peu en arrière, au début des années 2000, il y avait, et vous le rappelez très bien cette chronique qu'on peut lire aujourd'hui dans les Échos, il y avait l'emballement autour de Second Life. On est en 2003, rafraîchissez-nous la mémoire. 2003, une entreprise lance un jeu vidéo qui s'appelle Second Life, mais qui n'est pas en fait un jeu, qui est un endroit où on peut se balader, qui est en 3D, où on peut acheter et vendre. Il y a même une monnaie numérique qui s'appelle le Linden. On peut aussi interagir les uns avec les autres. Bref, sur le papier, quand on regarde, c'était exactement la même chose que ce qu'offre aujourd'hui le métaverse. Sauf que la technologie n'était pas prête. Et donc,
ça n'a pas marché, la technologie n'était pas prête. On peut se demander effectivement pourquoi ça revient aujourd'hui. Il y a eu des progrès technologiques absolument incroyables. La loi de Moore a continué de s'appliquer, c'est-à-dire qu'on a des puces de plus en plus puissantes à prix égal. Et donc ça permet de traiter l'information de manière infiniment plus sophistiquée. Quand vous comparez les images de Second Life et celles du métaverse, on a une précision, une fluidité qui n'a absolument rien à voir. Vous avez en plus donc le fameux casque dont je parlais. Le fameux casque, il vous permet d'être complètement immergé dans l'univers. Et c'est vrai que quand vous vous promenez, si vous faites l'expérience je crois que c'est encore possible de se promener dans la pyramide de Khéops, dans cet univers virtuel, ou sur le chantier de Notre-Dame. C'est tout à fait impressionnant comme qualité. Donc il y a eu du progrès technique qui a permis de relancer le projet. Il y a aussi eu la chaîne de blocs, la blockchain dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est pour ça que le projet est revenu 20 ans plus tard, alors qu'il s'était planté. Mais cette fois-ci encore, ça ne va pas marcher non plus. Il va être remisé, ou on ne sait pas d'ailleurs, au placard, chez Facebook, chez Meta, le Metaverse ou Alors, chez Facebook, je ne sais pas. Mon pronostic, c'est qu'ils vont continuer de le développer pour des applications très spécifiques sur lesquelles, là, ça peut marcher. Par exemple, pour de l'enseignement technique, pour de l'apprentissage technique, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Je pense que pour des promenades virtuelles, c'est aussi un outil très puissant. Donc, je pense qu'ils vont l'affecter, mais ça va devenir quelque chose de niche et pas du tout quelque chose de méta. Donc, on va avoir une contradiction dans le nom même du projet de Facebook. Un oxymoron, comme disent les Américains. Et puis après, on se dit que malgré tout, et c'est votre point de vue aussi, d'autres métaverses verront le jour, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, parce que l'homme est toujours à la recherche de nouveaux espaces, que ce soit dans l'espace ou que ce soit dans les mondes virtuels. Moi, je pense que c'est inscrit dans les couches les plus archaïques de notre cerveau. Nos ancêtres, ils étaient chasseurs-cueilleurs, et le chasseur-cueilleur, pour survivre, il fallait qu'il change d'espace, parce que quand il avait cueilli, il n'y avait plus rien à cueillir, il fallait qu'il aille ailleurs. Quand il avait attrapé tous les animaux qu'il pouvait attraper dans une région, il allait dans une autre région. Et donc je pense que dans les couches archaïques de notre cerveau, on a un instinct de construire, de conquérir de nouveaux espaces. Et quand vous regardez l'histoire, on a eu ça absolument constamment. D'ailleurs, ça s'est interconnecté ensuite à partir du Moyen-Âge avec la finance. Les premières entreprises par action, elles ont été créées. Pourquoi faire ? Pour conquérir de nouveaux espaces, pour coloniser l'Asie. En l'occurrence, c'était aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la spéculation s'emballe, rue Quincampoix, à Paris, pas très très loin d'ici. Et l'objet de l'emballement, c'est quoi ? C'est l'Amérique qui fait rêver. C'est la compagnie du Mississippi, la Louisiane et du Mississippi. Donc on rêve là-dessus. Au XIXe siècle, on veut conquérir de nouveaux espaces, mais différemment. Et c'est l'ascenseur, curieusement, la toute fin du XIXe siècle, qui permettra de construire des villes totalement différentes et de construire donc, de conquérir non pas des territoires de manière horizontale, mais de manière verticale. Et puis au XXe siècle, on a la conquête de l'espace, qui a fait rêver même pendant des décennies. Aujourd'hui, l'espace, on sait qu'on ne va pas pouvoir y aller à plusieurs dizaines de millions, ça va rester limité à quelques dizaines, quelques centaines d'individus. En revanche, le seul espace qui nous reste à conquérir, qu'on peut espérer explorer, ce sont les mondes numériques. Et c'est pour ça que je suis persuadé que tôt ou tard, les mondes numériques vont revenir et que ça sera notre nouvelle Terre. Bon, j'espère qu'on sera là pour voir ça. Merci beaucoup en tout cas, édito, billet d'humeur, chronique à lire évidemment aujourd'hui dans Les Échos, signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc. Merci David, Salut. Au revoir.